Salut, on me demande de faire une petite vidéo, elle sera courte, hein. Enfin en tout cas on va essayer, sur ce coronavirus qui est en train de progressivement contaminer le monde. Alors je vous rassure, hein, c'est pas l'épidémie la plus c'est pas l'épidémie la plus dangereuse, loin de là. Dans un premier temps, moi je me suis dit qu'est-ce que je vais raconter, parce que bon il suffit de cliquer sur l'actualité pour avoir les faits, puis j'ai trouvé un petit angle d'attaque. Ça, c'est la carte que vous voyez là, c'est une carte de la progression de ce coronavirus, hein, qui apparemment a commencé à infecter en décembre. Et qui là, à l'heure où je vous parle, hein, commence à se propager un petit peu partout. Je vais essayer de vous trouver un... Pourquoi on l'appelle coronavirus? Alors, c'est un virus déjà. C'est un virus. C'est un virus qui n'a pas de traitement. On ne peut pas anticiper. On essaye les traitements des précédents coronavirus. Il y a des instituts un peu partout dans le monde, comme l'Institut Pasteur en France, qui est dans le 15e à Paris, mais je pense qu'il y a des annexes qui travaillent. Mais pour travailler, il faut déjà que la maladie soit là. Il faut travailler dessus pour essayer de trouver quelque chose. C'est comme les grippes. Voilà, c'est un virus. C'est pas une bactérie. Il n'y a pas de traitement antibactérien. On ne peut faire que des vaccins pour prévenir. Et pour l'instant, on ne peut que prévenir par des mesures de confinement. Elle est là la difficulté. C'est un virus qui mute. Des virus comme ça, il y en a plein, des coronavirus. Tu as deux types de coronavirus. Tu as ceux qui infectent directement l'humain et qui infectent d'humain à humain, et tu as ceux qui infectent l'animal qui ensuite infectent l'humain. Et apparemment ici c'est le cas. Ce serait une chauve-souris, une soupe de chauve-souris. Je ne savais même pas qu'on faisait des soupes de chauve-souris. Moi je connaissais pas. D'ailleurs c'est curieux, je me demande si c'est bon ou pas. Enfin bon bref, si apparemment. Je vais essayer de te trouver un petit peu la... tiens, je vais te mettre l'image de ce virus. C'est important aussi. Si, parce que tu vas comprendre pourquoi on l'appelle coronavirus. Alors, c'est là, donc classique, hein, pour le factuel Wikipédia. Oh, il a plagié! Il a pris sur Wikipédia! Ah non, excusez-moi, il faut que j'aille inventer la photo, les lettres, l'alphabet, et que je n'illustre plus. Voilà, non mais... pas comprendre qu'on s'appuie sur des choses déjà existantes pour en tirer des analyses. Enfin, il y a peut-être des gens que ça dépasse les analyses, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas le cerveau pour ça, hein. Ah oui, si, quand même un petit peu. Voilà pourquoi on l'appelle coronavirus, parce que son aspect extérieur. Je vais pas rentrer, hein, je vais être honnête avec toi, je vais pas rentrer dans les histoires de SARS, de pneumonie, enfin je ne vais pas utiliser des termes savants, c'est pas important, c'est une vidéo grand public. Ça, il suffit que tu cliques et tu auras toutes les indications possibles. Je peux faire le travail, mais j'ai pas envie justement, parce que là ça serait surcharger la vidéo. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller à l'essentiel. L'essentiel c'est simple, voilà, je vais te le montrer. Un coronavirus, alors là c'est l'image que j'ai pris sur Wikipédia, je suis allé pour illustrer, je suis allé au plus facile, et au-dessus donc tu as la carte d'infection. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? La difficulté, oui, de traiter des virus, quoi. Alors on l'appelle la pneumonie de Wuhan. C'est une nouvelle forme. C'est une nouvelle forme de ce type de virus. Voilà, chaque année ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, enfin régulièrement, ce genre de virus apparaît. Un virus qui a muté d'un autre virus. Voilà, et qui infecte. Voilà. Le plus connu, donc, c'est le SARS coronavirus, qui provoque un syndrome respiratoire aigu. En gros, ça t'affecte les voies respiratoires inférieures, supérieures. Quelquefois, ça te fait apparaître une gastro. Très souvent, ça vient d'Extrême-Orient, mais ça peut venir aussi comme le MERS du Moyen-Orient. Pourquoi on l'a appelé comme ça? C'est parce que la première personne infectée était du Moyen-Orient. Et là, donc, on l'appelle aussi la pneumonie de Wuhan. Et elle est apparue donc dans la ville de Wuhan. On l'a localisé, voilà. On l'a localisé. Non, mais je te donne des petits éléments. Comment on s'y prend? Eh oui, comment on s'y prend? Il y a une infection. Il y a plein de monde. Comment tu fais? Elle est là la difficulté. La difficulté, c'est pas... à la limite, j'ai envie de te dire, les vaccins, les traitements, ce qui servira de traitement, hein, on va traiter la pneumonie, on va traiter surtout les effets ici, hein. Voilà, quand je te dis que c'est compliqué de traiter la cause, on va traiter les effets. On va traiter les effets de syndrome. Mais le plus intéressant à dire, à réaliser, le plus intéressant dans cette vidéo, c'est surtout de se poser la question, comment on gère une épidémie? Eh oui, comment on gère une épidémie? Parce qu'une épidémie, si tu veux, je vais te parler mathématiques, c'est une suite géométrique. C'est galopant.
Mais tu as une personne qui est infectée. Alors regarde, la difficulté, elle est simple, hein. Tu as une personne qui est infectée, mais qui est porteur sain, qui ne s'en rend pas compte, qui dans la journée va au travail, va au marché. Là, on est en Chine, les amis, hein. C'est-à-dire grosse promiscuité. C'est beaucoup, beaucoup de gens dans des villes où il y a des millions de gens. Donc la personne, elle peut porter le virus, celui-ci, en restant porteur sain, ou elle peut infecter sans que cela se sache. Combien elle a vu de personnes? Entre le moment où on se rend compte qu'elle a quelque chose, entre le moment où elle a chopé le truc et le moment où on se rend compte que, voilà, le gars il s'est fait une petite soupe de chauve-souris, il chope le truc, tu le sais pas, il a infecté plein de gens. C'est ça, non mais je veux que tu réalises, voilà, je te la fais à la, à la maternelle, mais c'est ça. Il y a un taux de reproduction qui est quand même énorme. Le taux de reproduction, c'est le nombre des personnes infectées par un patient. Il y a le temps d'incubation qui est l'ennemi, entre 2 et 14 jours pour que la maladie se déclare. Au-delà, bon voilà, c'est comme les quarantaines, hein. On va y venir aussi, aux quarantaines, aux différentes épidémies. La difficulté, elle est là. Parce qu'au moment où tu t'en rends compte, le mal est déjà là. Il y a déjà des gens infectés, il y a des gens qui en infectent d'autres. Et puis, c'est une grande ville, avec des gens qui voyagent, qui vont dans d'autres provinces, dans d'autres villes chinoises, dans d'autres pays alentours, voire même ailleurs, puisqu'on commence à avoir des cas en Australie, on a 3 cas en France. Heureusement que ce virus n'est pas très virulent. Enfin, il l'est pour les personnes âgées, les personnes faibles, mais parce qu'on parle de jusqu'à 100 000 personnes contaminées, c'est juste des calculs. Et on a déjà 82 morts, là à l'heure où je te parle. Heureusement que son taux de mortalité il est beaucoup plus faible que celui de l'épidémie de 2002-2003, ou celui de 2009, où là on a eu jusqu'à 34%. Il est là le truc. Le truc, c'est de s'interroger finalement sur comment on fait face à l'heure où je te parle, comment on fait face à une épidémie. Ça a toujours été un fléau, les épidémies. Je te rappelle que la peste noire amenée par les Mongols au XIVe siècle a décimé, je crois, entre un tiers et la moitié des Européens. Imagine aujourd'hui ce virus qui commence à se propager. Ça me rappelle d'ailleurs le roman de Stephen King, Le Fléau, un excellent roman, et qui te décime la moitié de l'Europe, là, 200 millions de personnes. Bon, à l'époque, ils n'étaient pas 400 millions, mais ça a décimé une bonne partie de l'Europe, entre un tiers et la moitié. C'est ça qui est intéressant. La grande peste de Londres, elle a tué, c'est une peste bubonique, 100 000 personnes. On est dans l'infection, là, gras. On est dans l'infection, dans des zones à forte densité. Le Londres de l'époque était sûrement à forte densité. C'était entre 1664 et 1665. Des pandémies aussi, c'est des grandes épidémies. Hein, parce qu'une épidémie, c'est localisé. Lorsque ça touche le monde, ça devient une pandémie. Pour l'instant, là, on est à l'épidémie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les grippes asiatiques, les différentes grippes asiatiques, hein, parce qu'on est dans le même cas de figure, hein, c'est des grippes qui sont apportées par un virus. La première grande grippe asiatique, c'est 56. Alors pourquoi l'Asie? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Pourquoi la Chine? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc dès qu'il y a le début du quart d'un virus, le taux d'infection il est énorme là-bas. Enfin, là-bas dans les grandes villes, attention, hein, on va pas tomber dans le cliché non plus. La grippe asiatique de 56 aurait causé entre 1 et 4 millions de monde, pas milliards. Voilà. La grippe de Hong Kong, très régulièrement, aurait tué environ 1 million de personnes. Là, on parle tu comprends, on parle d'épidémies qui tuent des gens. Ah, parce que ça commence à faire beaucoup, 1 million, 4 millions. On n'est pas à 80. Voilà, je suis désolé, hein, je ne tourne pas en rond. Tu vas voir où je veux t'amener, parce que je vais quand même essayer de mettre le début d'une analyse. Hein. La peste d'Athènes, le sida, qui a contaminé tout le monde. Et alors, à l'heure où je te parle, on te dit que le patient zéro, on avait ciblé un type qui aurait été le patient zéro. C'est lui qui aurait tout provoqué. Il serait parti aux Caraïbes, cela donnait grave, il serait revenu aux USA. Eh ben, apparemment non, puisque lorsque lui, au début des années 80, a contaminé des gens, après avoir été contaminé dans les Caraïbes, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres gens qui étaient déjà contaminés. Très compliqué. C'est très compliqué pour des pays, pour des instituts, pour des organismes, pour l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, de très vite, de très vite détecter quelque chose, très vite prendre les bonnes mesures,
Très souvent, les mesures, c'est du confinement, de l'isolement, c'est ce que font les Chinois, hein, d'ailleurs, hein, qui réagissent très vite, qui réagissent comme ils peuvent et qui réagissent bien. Hein. Voilà, chaque mesure peut atténuer, mais bon, c'est trop tard. Le temps de comprendre qu'il se passe quelque chose, tu as déjà des gens qui ont pris l'avion, des gens qui ont voyagé, qui ont vu d'autres gens, et ainsi de suite. T'imagines? Je suis là, je prends ma petite soupe, je contamine un type, le type contamine un autre type, qui contamine un touriste, qui repart, qui prend l'avion, un avion qui fait 2 arrêts, qui va contaminer d'autres touristes qui vont dans d'autres pays, et ainsi de suite. Et ça, c'est avant même qu'il y ait le premier cas, le premier décès. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Parce que c'est ça qui est compliqué. En plus, un virus, hein, je te dis, il n'y a pas de traitement. C'est pas prenez tel médicament, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas quelque chose. La seule chose, et c'est ce qu'ont fait les Chinois, c'est observation, confinement de la ville. En fait, les mesures à prendre, ce sont les mesures inverses, je pense, du chemin qu'a utilisé l'épidémie. Toi, tu vas confiner en gros, et puis petit à petit, en cercle concentrique, les Chinois ont confiné d'abord en isolant la province, plus ou moins. Ensuite la ville. Ensuite en demandant aux gens, voilà, en proposant des jours de congé, etc. En demandant aux gens de prendre des jours de congé, en demandant aux gens de tousser dans leurs coudes, d'utiliser des masques, de voir le moins de personnes possible, de faire le moins de fêtes possible. T'as compris le principe. Hein. Moins tu vois de gens, mieux c'est. C'est là où... C'est à ce moment-là où on a envie que personne ne parle à personne. Et rien qu'en prenant ces mesures, tu atténues et tu essayes de bloquer un petit... Tu essayes d'atténuer, tu ne bloques rien en fait. Tu vois comme c'est compliqué? Malgré le confinement, et ensuite il faut travailler sur un éventuel traitement. Et puis quand je te dis, ils n'ont pas mis en quarantaine la ville, tu peux pas mettre en quarantaine la ville. Non, ce qu'il y a, c'est que il demande aussi aux gens de faire preuve de civisme et de s'autodiscipliner. Très compliqué, hein. Très très compliqué. Il n'y a pas d'antivirus. Hein. Tu travailles juste sur les effets du virus. Voilà. Il y a juste la prévention. Voilà, le lavage, ne pas tousser comme ça, dans l'air, éviter tous les contacts, etc. etc. Et moi je m'interroge sur 2 choses. Alors je regarde un petit peu, hein, l'aspect technique. Donc à l'heure où je te parle, il y a un cas en Australie, un cas au Canada, détecté. Hein. Je ne te parle pas des porteurs sains, je ne te parle pas de ceux qui ont été infectés et qui ne sont pas encore déclarés, je te parle de ceux qui sont déclarés. On a 3 cas en France, mais heureusement c'est pas une urgence de santé. Si tu veux, c'est une sorte de grippe, de rhume, qui malheureusement touche les personnes les plus faibles, les plus âgées, et les plus âgés, mais on n'est pas dans un cas d'urgence de santé à portée internationale. Et c'est en cela que moi je suis... La grippe espagnole, tu connais la grippe espagnole 1918 ? On l'a appelée comme ça parce que même le roi d'Espagne, Alphonse VIII, je crois, en est mort. Elle a fait plus de dégâts que la Seconde Guerre mondiale. On estime la grippe espagnole, on estime les morts dus à la grippe espagnole entre 10 et 30 millions. 30 millions de personnes. Alors, tiens, je vais aller voir. J'ai pas envie de te dire de bêtises pour cette grippe. L'Amérique du Sud. Comment sont morts la plupart des Indiens ? La variole, des maladies venues de nulle part, enfin si, venues d'Europe, et ils n'étaient pas immunisés. Là aussi, on peut parler d'une pandémie qui a décimé. C'est pas les conquistadors qui ont tué tous les Indiens. Ça les arrangeait pas, eux, ils en ont tué certains, ceux qui les dérangeaient. Non, c'est la variole, c'est le contact entre 2 mondes qui étaient jusque-là isolés. C'est ça qui est important. Alors, la grippe espagnole ou influenza, elle a provoqué la mort d'Alphonse XIII quand même. Hein. C'est une des victimes les plus célèbres. Entre 1918 et 1919. En plus, j'imagine qu'à l'époque, les gens ne devaient pas manger à leur faim, il devait y avoir une grande misère. Bah ouais, c'est la sortie de la guerre, hein, quel que soit le pays. Hein. Voilà. Elle a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Et elle est due à une souche, c'est des souches, hein. H1, N1, N2, H1, machin, truc, mais c'est les mêmes souches, c'est les mêmes types de... Mais c'est très compliqué de travailler dessus. Un virus, ça mute d'année en année, et il se renforce. Elle est là la difficulté. Un virus, c'est pas une bactérie. C'est très compliqué. Voilà, c'est une pandémie, la grippe espagnole, c'est une pandémie qui s'est propagée dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et en moins de 3 mois, voilà, selon l'Institut Pasteur, la grippe espagnole aurait tué plus de 30 millions de personnes. Et certains estiment le nombre de victimes à 100 millions. Bon, faut pas abuser non plus, c'est bon.
Bientôt, tu vas me dire 6 milliards aussi. Mais, et la grippe espagnole, en 14, le monde était connecté. Et on en vient à ça. On en vient à deux choses pour finir la vidéo. Parce que jusque-là, tu n'as pas eu besoin de moi pour avoir ces informations. Je n'ai fait que les synthétiser, ce qui est déjà un travail. Hein. Est-ce que les gens, est-ce qu'une certaine catégorie de la population qui est sur YouTube peut arrêter de voir des complots partout? Vous êtes les agents du système. À force de voir des complots partout, et puis avec un niveau d'explication ridicule, oui, ben si tu en fais partie, tu n'es pas obligé de rester sur cette chaîne, parce que c'est fou quand même. C'est un complot. Et puis il faut voir qui l'a fait ce complot. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'intérêt de ce complot qui coûte de l'argent au système, qui peut provoquer l'effondrement du système et des plus riches? Écoute, si demain il y a 20 millions de morts, tu crois qu'il y a la bourse, tu crois qu'il y a l'économie, tu crois qu'il y a tout ça? Est-ce que certains peuvent m'expliquer quel serait l'intérêt des USA ou d'Israël? J'ai lu, hein, il faut toujours Israël, hein, il en faut toujours un. Hein, c'est quand il y en a beaucoup que c'est, comme dirait Brice Hortefeux, c'est quand il y a beaucoup d'Israéliens que ça va pas, qu'il y a des problèmes, mais il en faut toujours un. Quel était l'intérêt des Israéliens ou des Américains? Je l'ai lu, je l'ai vu, hein, c'est pas une personne, hein, c'est pas un loufoque qui aurait sorti ça. Hein. Quel serait leur intérêt d'aller mettre un coronavirus là, sachant qu'ensuite ça va contaminer le monde et que business is business, et là il n'y a plus de business. Vous êtes les meilleurs agents du système. Ça balance du complot à 2 balles, ça ne sait même pas de quoi ça parle. Et ça discrédite les gens qui recherchent les complots. Les complots, ils sont en politique, hein, ils sont en géopolitique. Là, va falloir que tu m'expliques comment, pourquoi, comment, je comprends pas. Donc la grippe espagnole sera un complot ou pas? Lorsque les Mongols ont balancé des carcasses d'animaux infectés de la peste, qui a provoqué d'ailleurs la peste noire en Europe, hein, qui a décimé, je crois, voilà, je te dis, entre un tiers et la moitié des Européens, est-ce que c'est un complot ou pas? Est-ce que c'était la CIA à l'époque, la NASA, la CIA? Dis-moi un petit peu. Voilà, tu es ridicule. Tu es ridicule parce que vous parlez de complot surtout et à la fin finalement on finit par plus voir les vrais complots. Voilà, c'est tout. Va un petit peu travailler sur les épidémies, l'épidémiologie, tu verras que c'est quelque chose de récurrent. Voilà, on va écarter ça, hein. Je l'ai dit, je voulais le dire. Et si ça plaît pas, ben c'est pas plus mal. Moi ça commence à m'agacer de voir des stupidités sorties par des gens qui savent à peine même maîtriser l'orthographe. Non, moi ce qui m'interroge, et j'ai envie de finir sur ça plutôt, et c'est ça qui est important, hein, c'est que, voilà, regarde, en grippe espagnole en 14, depuis on a tout un tas d'épidémies, de pandémies, d'épizooties, c'est-à-dire des épidémies où sont infectés les animaux. Hein. Là, on peut presque parler d'épizooties, enfin, on peut aussi évoquer les épizooties, puisque ça vient d'un animal. Hein. Quelquefois c'est le canard, la poule, le cochon, la chauve-souris, voilà. Ce sont des virus qui démarrent et qui se font sur des animaux et qui ensuite passent à l'humain. Et c'est ça qui fait peur, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de passerelle. On te propose un monde hyper connecté. Le 20e siècle a connecté les gens. On est dans un monde de plus en plus petit. C'est lié à la vitesse des transports, à la vitesse des télécommunications, à la vitesse des échanges. Là où avant il fallait 50 ans ou 20 ans ou 10 ans pour avoir une mode venue des USA, bah écoute, moi j'ai connu l'époque, il fallait attendre plusieurs années que le truc qui était aux USA arrive. Hein. Je dis bien plusieurs années. Alors qu'aujourd'hui tu as une simultanéité. Cette mondialisation qui nous arrange sur plein de plans, hein. Attention aussi, on critique la mondialisation, mais c'est des fruits et légumes de toute saison à tout moment, c'est une information à tout moment, c'est voilà. Bon, comme toute chose, il y a du bien et du moins bien dans la mondialisation. Cette mondialisation a transformé un monde qui jusque-là pouvait gérer les épidémies, puisque c'était un monde composé de petits mondes sas. Je suis à Marseille là, il y a les îles du Frioul en face. Les îles du Frioul servaient à mettre en quarantaine tout un tas de gens en période d'épidémie. T'arrivais d'ailleurs, on te mettait 40 jours là-bas à l'hôpital Caroline. Pourquoi 40 jours? Parce qu'au-delà, de toute façon, il n'y a plus de risque. Un virus, je crois, le virus dont on parle là, c'est entre 2 et 12 jours. Si au bout de 12 jours t'as rien, c'est que voilà, c'est bon. Voilà. Mais entre 2 et 12 jours, il peut se déclarer. Bon, la quarantaine servait à ça. On avait des mondes sas. On avait un grand monde, très très grand, puisqu'il fallait des... Attends, écoute, au début du siècle dernier, il fallait 2-3 semaines pour aller aux USA en bateau. Et oui, les bateaux cargo, tout ça.
et tout. Et, maintenant, les USA, en quelques heures, t'y es. Hein. Tu prends l'avion là, hein, en 1 heure, le temps de faire ma valise. Je suis à Marignane, je suis à Paris ensuite, je suis à New York, très très vite. Ben, cette interconnexion, cette proximité-là, fragilise aussi, puisqu'il n'y a plus de sas. Et ouais, la libre circulation des gens et des marchandises, ça peut aussi donner ça. Ça donne des produits moins chers, ça donne des gens qui peuvent circuler. J'ai pas dit s'installer ailleurs, j'ai dit circuler, pouvoir voyager. Parce que ça aussi, c'est un droit aujourd'hui qui n'était pas un droit il y a quelque temps. Et tout. Mais on est dans un monde où finalement, en quelques jours, ce qui se passe au fin fond de la Chine, et c'est pas péjoratif, hein, j'ai pas dit que c'était une petite ville, ça a l'air d'être une grosse ville urbaine, nous arrive directement et touche le monde. Avant, tu avais un grand monde avec plein de petits mondes sas qui étaient étanches. Avant, l'étranger, il venait d'Allemagne. Hein. Avant, tu étais italien, tu venais en France, c'était un étranger. Maintenant, non, c'est l'Europe. Je veux dire, un italien en France qui vient d'Italie. Je te parle pas d'un franco-italien. Ou voilà. Maintenant, l'étranger, il est au-delà de l'Europe, on va dire, au-delà de l'Europe que tu connais. Mais avant, c'était des petits sas. Ce qui fait que quand il y avait une épidémie, l'information, même si elle circulait lentement, elle circulait beaucoup plus vite que la propagation, que les agents propagateurs, que les personnes infectées. Et tu pouvais faire des quarantaines. C'était peut-être un monde lent, mais c'était un monde qui pouvait, cette lenteur, l'aider à réagir face aux épidémies. Tu me diras, ça n'a pas suffi à prendre dans la tête la grippe espagnole, la peste noire, tout ça. Mais aujourd'hui, imagine un petit peu la peste noire ou la grippe espagnole. Aujourd'hui, on a peut-être plus moyen de les combattre, mais si tu veux, le premier choc, on le prend de partout, rapidement, et ça fait beaucoup plus de morts. Je suis certain qu'aujourd'hui, s'il y avait une maladie aussi virulente que ces grippes espagnoles et autres maladies là qui ont décimé le monde, elles feraient beaucoup plus de morts. Hein. Dans un premier temps. Après, on pourrait peut-être mieux réagir. Je ne sais pas si on pourrait mieux réagir, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Avant, il y avait des sas étanches qui protégeaient ces mondes. Mais là, non, ça se diffuserait d'un coup. Elle est là, la réflexion. On s'aperçoit des lenteurs, des faiblesses de quelque chose qui pouvait apparaître comme quelque chose de bien, la possibilité d'avoir de l'information rapidement, de savoir ce qui se passe partout dans le monde en quelques minutes, de communiquer avec les gens, de voyager, etc. Mais on s'aperçoit que lorsque ça va mal, cette vitesse-là de propagation peut être un ennemi. Et ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Hein. C'est voilà, les virus mutent, se transforment. Hein. Hein, regarde les grippes, c'est jamais les mêmes grippes. C'est pour ça que chaque année on essaye de nouveaux vaccins. C'est pas tout à fait la même, parce que le virus a muté. Il s'est transformé, il s'est adapté. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, de grâce, les partisans du complot, moi j'aimerais qu'on m'explique quel est l'intérêt des comploteurs. J'ai pas dit des complotistes, ceux qui en parlent, des comploteurs. Quel est leur intérêt? Parce que là, ça leur fout en l'air leur économie. Ne me dis pas c'est pour faire baisser la mortalité, c'est pour réduire la... Ah, comment dire ça? C'est pour réduire le nombre d'humains, parce que là, on parle d'épidémie, on parle de choses qui ne se contrôlent pas. Alors ne me dis pas ils ont créé un virus et eux ils ont la solution, parce que si eux avaient la solution, déjà je te rappelle qu'un virus, je te dis, c'est compliqué tu ne peux que travailler en préventif et proposer un vaccin, mais pour ça il faut déjà que le virus soit déclaré. Et ça je ne l'invente pas, je veux dire, c'est la science. Et ne me dis pas qu'ils ont toute la science dans les mains. Donc si eux avaient la possibilité d'avoir quelque chose contre un virus qu'ils balanceraient en Chine, ça tient pas la route. Déjà on le saurait. Les scientifiques le sauraient. Les scientifiques, ils travaillent pas tous dans la même maison, ils n'ont pas tous le même patron. Je veux dire, tous les médecins, tous les gens qui s'y connaissent un petit peu, remarqueraient vite la supercherie. Voilà, première chose. Non, mais parce que tu vas me sortir ça. Deuxième chose, si tu me dis que c'est eux qui ont lancé ça pour réduire les populations, pour attaquer la Chine, c'est un truc incontrôlable. Tout le monde flippe. La première chose qu'on se dit, c'est heureusement que heureusement que c'est ça, et pas autre chose. Heureusement, ça va tuer quelques personnes âgées, faibles, les pauvres, mais heureusement que c'est pas quelque chose de plus virulent. Donc ne me dis pas que c'est un complot. Voilà, réfléchis plutôt sur la question, à savoir comment est-ce qu'on peut avoir les effets de la mondialisation sans les effets positifs de la mondialisation, sans avoir les effets négatifs ou en les atténuant. Voilà, c'est pas parce que je peux avoir plus 10 que je dois aussi avoir moins 10. J'ai envie d'avoir plus 10 et au pire, j'ai envie d'avoir 0, pas moins 1. Je sais pas si tu comprends. Voilà, c'est comment avoir les avantages de quelque chose en limitant les inconvénients. Et on est dans un monde qui est très 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 fragile.
sur tous les plans, très 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 fragile. La circulation des idées. Depuis une décennie, tu as dans beaucoup de pays, mais même en Europe, des émeutes, des manifestations, des gens qui revendiquent légitimement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est dû à la propagation des idées. On a vu dans certains pays des révolutions dites colorées, peu importe si elles le sont ou pas, moi je pense qu'elles le sont, ça a donné des idées. Et oui, tu remplaces virus par idée. Et on pourra utiliser les mêmes termes, propagation. On est dans un monde qui est à la fois fragile et solide. Solide par certains aspects, mais très très fragile face à des épidémies, face à des mouvements d'idées, face à des modes, face à tout un tas de choses. Il n'y a plus de cloisonnement. Voilà, si demain on a un truc qui part de Chine ou des USA, et tu peux l'avoir directement en France, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de quarantaine à Orly, à Roissy, c'est fini. Il n'y a pas les 3 semaines de cargo, de bateaux entre les USA, par exemple, je prends cet exemple, et la France, qui font que même s'il y avait eu un... Imagine, par exemple, tu vois, ce virus-là, il y a un siècle, il aurait été limité. Il aurait été limité à la Chine, peut-être à une province chinoise. Puisqu'avec la lenteur de déplacement, le temps qu'il se déclare, on s'en rend compte, on prend les mesures, on arrive à circonscrire, on fait un grand cercle, et on réduit le cercle petit à petit. Voilà. Puis à l'époque, ils ne gênaient pas, ils auraient appelé la troupe, ils auraient encerclé la province, ils auraient empêché les gens d'en sortir, le temps que... C'est-à-dire, tu es dans la zone, tu restes dans la zone, tu évites de contaminer les autres et d'être contaminé, tu restes chez toi dans la zone, tu es sain, mais si tu pars ailleurs, tu vas contaminer. Voilà. Là, maintenant, c'est plus possible, hein, quand tu prends un avion et qu'en 3 heures, tu fais New York-Paris, ben, voilà, c'est... Et on peut rien faire. On peut rien faire. Voilà, j'espère avoir répondu aux attentes de ceux qui m'ont demandé cette vidéo. Je suis désolé s'il n'y a pas, si c'est pas la vidéo de l'année, bon, voilà, mais au moins on en aura parlé un petit peu, et puis bon, ça sert aussi à ça, des vidéos d'actualité. Puis n'hésite pas à commenter. Et pareil, si tu fais partie des gens qui pensent que c'est un complot, pas de problème. Exprime-toi. Moi, ça me fait rigoler, pas toi. Parce que le fait de penser ça, oui, ça me fait rigoler. Après, c'est pas de toi dont je moque. Mais si tu as des arguments, tu me les donnes. En bon français, si possible. Et puis si t'en as pas, voilà. Mais je me moque pas de toi. Mais je me demande juste quel est l'intérêt. Je veux dire, voilà, c'est très dangereux de voir des complots partout. Hein. Tu sais, voilà, c'est dangereux. Parce que tu connais Pierre et le Loup. C'est le ballet, je crois, je pense que c'est Prokofiev qui fait la musique. Pierre passe son temps, pour faire l'intéressant, à appeler les gens du village en criant au loup, au complot, au complot. Et ils viennent à chaque fois. Puis au bout d'un moment, ils disent c'est bon, quoi. Ils nous saoulent avec ces loups complot. Le problème, c'est qu'un jour, il y a des vrais loups qui arrivent et il a beau crier au loup, les villageois ne viennent pas. Et après, je sais pas si les loups le croquent ou pas, je me souviens plus de la fin de l'histoire. Mais c'est ça, Pierre et le Loup. Hein. On est dans ce cas-là. À force de voir des complots partout avec toujours les mêmes, hein. Mais t'imagines un peu ces gens, avec tous les complots que tu leur attribues, ils dorment plus. 24 complots, les mecs. Bah attends, tous les complots qu'on attribue aux mêmes gens, au bout d'un moment, tu te dis non, même toi, même j'ai vu des gens qui aimaient jouer de ça, du complot tout, qui au bout d'un moment disaient attends, il peut pas tout faire, mec. Eh ben non, il peut pas comploter au Moyen-Orient, comploter à la bourse, hein, prévoir les résultats de ça, faire ceci, comploter, c'est pas possible. Surtout un truc que personne ne maîtrise et qui peut nous revenir à la gueule à tous. Hein. Je veux dire, tous ces pays-là sont bien conscients que ce genre de choses peut les détruire. Qu'il y ait des pays qui travaillent sur le bactériologique, oui. Qu'il y ait des pays qui travaillent sur des armes bactériologiques de guerre, oui. Qu'il y ait eu des essais faits de manière localisée dans certains villages africains très très enclavés. Dans certains villages andins, très très enclavés. Si, ça c'est pas un complot, ça s'est fait dans les années 70. Hein. Bon bref, voilà, on a fait des tests, on a fait des essais, oui. Mais qu'on aille empoisonner, enfin infecter un type avec de la soupe de chauve-souris ou je ne sais quoi, au Wuhan, dans un marché, et qu'ensuite, voilà, non, faut, voilà. Allez, je me tais, je suis bavard, et puis, il y a 30 minutes quand même. Donc les amis, d'autres vidéos arrivent sur Los Locos. Sur Ozymandias, on parlera de la série Sherlock. Finalement, c'est pas le Punisher, c'est sur Sherlock. Pour ceux qui me demandent où est passée la vidéo sur les forces spéciales hier qui était sur Los Locos, je l'ai marqué, gars. C'était dans le titre. J'ai mis cette vidéo, reste jusqu'à minuit. C'est une vidéo Patreon. C'est juste pour montrer ce qu'il y avait sur Patreon, la manière d'illustrer, ce qu'on proposait.
Donc voilà, donc cette vidéo sur les forces spéciales françaises et sur Patreon pour ceux que ça intéresse. Si ça t'intéresse pas, si t'as pas envie d'aller sur Patreon, n'y va pas. Hein. Voilà, pour te répondre, mais je l'avais marqué. Alors, voilà, j'avais marqué qu'elle restait jusqu'à minuit. Voilà, allez, la bise à toutes et à tous sur la joue et je vous dis à bientôt. Au revoir.